Après avoir passé en revue mes shoujo, mes shonen et mes seinen préférés, aujourd'hui je suis là pour le dernier round et te parler de mes mangas favoris des années 90 parce que je suis née à la fin des années 80 et si tu fais partie de la même génération que moi, tu as sûrement dû grandir avec le Club Dorothée ou encore Recré Kid. Si tu as loupé le coche par rapport à mes dernières vidéos favoris manga, je te les mettrai en lien dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller les checker si tu veux les visionner. Trêve de bavardage, rentrons directement dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 mangas des années 90. Il y a 2 shonen et 2 shoujo. L'ordre dans lequel je vais te les présenter n'est pas représentatif de mes préférences personnelles. Il est totalement aléatoire. Manga de cette vidéo et non des moindres, tu as sûrement dû en entendre parler si tu fais partie de la même génération que moi. Il s'agit de City Hunter. La version française s'appelle Nicky Larson et c'est passé dans Recré Kid et dans le Club Dorothée si je dis pas de bêtises. C'est un shonen qui date des années 80 et dont l'auteur est Tsukasa Ojo. C'est un manga de type policier, action, aventure. En ce qui concerne le synopsis, ça se passe dans le Tokyo des années 80 et l'histoire se concentre sur le personnage principal qui n'est autre que Ryo Saiba ou Nicky Larson dans la version française. C'est un nettoyeur professionnel et qui est un tueur à gages qui travaille en collaboration avec Hideyuki Makimura qui est un ancien policier et ils acceptent toutes sortes de missions, enquête, espionnage, filature, protection rapprochée, etc., etc. Un jour, Makimura se fait assassiné par un cartel de la drogue parce que Ryo et Makimura ont refusé de collaborer avec eux. Ryo va alors chercher à le venger et la sœur de Makimura va prendre la relève et remplacer son frère aux côtés de Ryo qui dès lors va s'efforcer de ne plus tuer personne. Toute l'histoire va ainsi suivre l'évolution entre la relation qui va unir Ryo et la sœur de Makimura, j'ai oublié de le dire, elle s'appelle Kaori, et Laura dans la version française, et des missions que ce duo va accomplir et qui va essentiellement se résumer à jouer les gardes du corps auprès de jolies jeunes femmes, parce qu'on ne va pas se le cacher, Ryo a un sacré penchant pour les belles jeunes femmes, ce qui exaspère bien évidemment Kaori. Il n'accepte jamais de clients masculins à quelques exceptions près. Donc comme je l'ai dit, la version française s'appelle Nicky Larson. Moi personnellement c'est celle que j'ai regardée quand j'étais plus jeune parce que c'était celle qui passait dans le Club Dorothée. Elle est très bien, personnellement je trouve que les doublages sont assez hilarants. Je conseille quand même de regarder la version originelle japonaise pour avoir une histoire un petit peu plus véridique. Je suis quand même assez choquée que ce soit classifié en shonen. J'aurais plus pensé que c'était un seinen vu les thématiques assez sérieuses qui sont abordées. J'ai oublié de le dire, hein, la version française est censurée parce que Ryo est quand même assez lourdingue avec les femmes. Il leur fait pas mal d'allusions assez explicites et toute cette partie-là a été zappée dans la version française parce que le public est quand même assez jeune. Ce qu'on peut reprocher quand même aussi bien dans la version française que dans la version japonaise, c'est que les épisodes sont assez décousus. On perd assez rapidement le fil conducteur de l'histoire initiale qui est la relation entre Ryo et Kaori. On est souvent assez perdu dans les missions que Ryo accepte, c'est-à-dire la protection de belles jeunes femmes. Et c'est souvent répétitif, mais j'ai envie de dire qu'on pardonne assez facilement ce petit défaut parce que les personnages sont tellement attachants, c'est tellement marrant. Et puis personnellement, comme j'ai grandi avec ce manga-là,
j'ai une certaine nostalgie qui fait que je me suis attachée à cette histoire avec ses défauts, et que quand je regarde ce manga-là avec un regard d'adulte, ça me plonge dans cette nostalgie et je zappe tous ces défauts-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait exactement la même chose avec tous les mangas des années 90 que je regarde maintenant. Quasiment 20 ans plus tard, je me rends compte que le scénario n'est pas forcément des plus développés, des plus ouf, mais parce que j'ai grandi avec, parce que ça me replonge dans mon enfance, ça m'est complètement égal en fait. Dites-moi si ça vous fait la même chose. Alors il y a eu beaucoup de longs métrages qui sont sortis. Il y en a certains qui sont sur Netflix, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, City Hunter a également été adapté en film, et je crois même que Jackie Chan a pris le rôle de Ryo Saiba. J'ai pas du tout regardé ces films parce que bon, j'avais peur d'être très déçue. Et voilà, en tout cas City Hunter fait clairement partie des mangas cultes des années 80 à absolument regarder ou à découvrir si tu ne le connais pas encore. Il y a eu une suite qui est sortie au début des années 2000 qui s'appelle Angel Heart. Donc c'est le même auteur qui a repris, qui a donné une suite à City Hunter. J'ai regardé les premiers épisodes et ça m'a pas marqué plus que ça. C'était bien, donc on retrouve les mêmes personnages, mais quelques années plus tard. J'ai eu du mal à accrocher, mais sachez-le, en tout cas si ça vous intéresse de connaître la suite de City Hunter, il y a le manga qui s'appelle Angel Heart. Donc c'est un manga qui a été adapté en animé. Deuxième manga de cette vidéo, et non des moindres, d'ailleurs je porte un super sweat Sailor Moon. Je sais pas si on va bien le voir dans la vidéo. Je l'avoue, j'en ai honte, mais j'ai une collection de sweats Sailor Moon que je porte toujours et que j'adore. Bref, tu dois sûrement connaître Sailor Moon. C'est un grand classique, un shoujo des années 80-90 qui a été écrit et dessiné par Naoko Takeuchi. Rapide petit synopsis, ça suit l'histoire de Usagi, ou Bunny dans la version française, qui est une adolescente de 14 ans des plus banales, qui va au lycée mais qui malheureusement n'est pas forcément l'élève modèle. Elle est maladroite, gourmande, mauvaise à l'école, etc., etc. Un jour, alors qu'elle rentre du lycée, elle tombe sur une petite chatte qui est maltraitée par des enfants. Elle décide de lui venir en aide et elle retrouve cette chatte le soir même dans sa chambre. À sa plus grande surprise, elle se rend compte que cette chatte est capable de parler et qu'elle s'appelle Luna. Luna lui confie alors une broche qui va lui permettre de se transformer en guerrière pour pouvoir défendre la Terre des forces du mal. Usagi va vite être rejointe par d'autres guerrières, Sailor Mercure, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Vénus, qui vont l'aider à protéger la Terre contre la méchante reine Beryl. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais Sailor Moon a fait l'objet d'un reboot qui est sorti en 2015. Donc il y a 2 saisons et des films qui sont sortis ensuite sur Netflix et qui reprennent l'ensemble des saisons qui sont sorties dans les années 80-90. Personnellement, je suis un petit peu moins fan de cette version-là parce que je trouve que y a beaucoup de détails qui sont zappés, qui ont leur importance parce que ça donne de la teneur en fait à l'intrigue générale, et c'est des détails importants qui concernaient le background de certains personnages. Donc je trouve que dans ce reboot là, les personnages sont moins bien développés, c'est assez répétitif. Donc ce que j'ai dit pour City Hunter, je le réitère pour Sailor Moon. Au fil des arcs dans les années 90, dans la version des années 90, on se rend compte que c'est souvent le même scénario. Les guerrières Sailor qui se battent à chaque fois contre des méchants qui sont de plus en plus méchants, un peu comme des BZ. Mais il y avait quand même de la teneur dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on
On en apprenait un petit peu plus sur chacun des personnages, il y avait des détails qui étaient intéressants et je trouve que dans la version des années 2000, ça a été zappé. Alors ça s'explique parce que il y a 2 films qui sont sortis sur Netflix qui reprennent la saison 3 et la saison 4. Donc un film qui reprend toute une saison, forcément, ils ont été obligés de d'élaguer et de restreindre à ce qu'il y a de plus important, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage et que quelqu'un qui regarde ça avec un œil neuf va pas forcément s'y attacher. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors moi personnellement, j'ai une préférence pour le chara design, pour l'animation des années 90. Je la trouve magnifique, surtout dans les dernières saisons initiales. Concernant le reboot des années 2010, je trouve que la première saison est catastrophique. Ils ont incrusté de la 3D hyper cartonnée, surtout dans la transformation des sailors, et je trouve que ça gâche tout. Mais ils ont fait des efforts dans les films et les saisons suivantes. C'est beaucoup plus joli, c'est mieux travaillé. Ils ont repris l'esthétique des transformations initiales, donc il y a une nette amélioration. Troisième manga qui a marqué mon enfance, il s'agit de Ken le survivant, Hokuto no Ken pour la version japonaise. Et en faisant cette vidéo, j'ai découvert que c'était un shonen, alors que j'étais persuadée que c'était un seinen, vu les scènes assez choquantes qu'il y a dans le manga, mais voilà, en tout cas c'est un shonen. L'histoire se déroule dans un futur plus ou moins proche, dans un univers post-apocalyptique où la Terre a été ravagée par des guerres nucléaires qui ont induit la disparition de toute végétation et l'évaporation de toutes les ressources hydriques de la planète. Les seuls survivants sont des villageois et des bandits qui ne cessent de martyriser ces derniers et de les persécuter. C'est dans cet univers que Kenshiro évolue, donc Kenshiro aka Ken. C'est un expert en arts martiaux qui est reconnaissable parce qu'il porte 7 cicatrices sur le torse. Il a été choisi pour devenir le successeur d'une école d'arts martiaux très connue qui s'appelle le Hokuto Shinken, dont l'une des techniques phares consiste à presser les points vitaux de l'adversaire pour le faire exploser de l'intérieur. Et je dis bien exploser de l'intérieur. Et c'est bien ce détail-là qui m'a fait douter du fait qu'il s'agissait d'un shonen, parce que dans l'anime, à plusieurs reprises, on voit littéralement des personnes exploser, ça gicle de sang partout, et je trouve que pour un shonen c'est quand même un peu hardcore. Et du coup, petit à petit, Ken se révèle comme étant le sauveur tant attendu de la population martyrisée par les gangs. Tout au long de son périple, Ken est accompagné par 2 enfants et il va s'atteler à affronter les bandits et les gangs qui meurtrissent la population et les villageois. Il va également affronter des disciples appartenant à d'autres écoles d'arts martiaux que celle du Hokuto Shinken. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler l'intrigue. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je dis pas de bêtises, le manga a également été reboot dans les années, au début des années 2000/2010. Là-dessus, j'en suis pas sûre parce que j'ai pas regardé le reboot. Comme je l'ai dit, la version française a été censurée parce qu'évidemment, il y a plein de scènes assez choquantes pour les enfants, et les doublages français sont épiques. Si tu as vu la version française, tu sais de quoi je parle. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve que les répliques, les petites vannes, les petits jeux de mots font partie du charme de la série. Moi personnellement, ça me faisait trop rire quand j'ai regardé ça après coup avec un regard d'adulte, et il y a plein de jeux de mots que j'avais pas du tout pigé quand j'étais gamine. Et franchement, ça fait trop rire. C'est des jeux de mots assez lourdingues, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, ça m'a bien fait rire.
je crois que tu as oublié ça. Ah non, pas mon peigne. Attaque, manteau, les 1000 petites griffes du dragon furieux. Allez, avance. Froid, tiède, chaud, viens, tu brûles. Allez, viens, vermisseau. Et ce que j'ai appris en faisant cette vidéo, et en fait j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais été vérifier l'information, c'est qu'en fait les responsables de programmation des chaînes jeunesse à l'époque ont acheté des catalogues entiers d'animés japonais parce qu'à l'époque ça coûtait pas cher. Sauf que parmi les animés qui ont été achetés, eh ben, beaucoup étaient à destination d'un public adulte et adolescent et non pas pour un très jeune public. Donc c'est à la base, hein, c'est un gros malentendu de l'époque. Ce qui explique pourquoi les dialogues ont été édulcorés, pourquoi il y a eu pas mal de censure, parce qu'il y a eu un gros quiproquo au départ. Et ça explique aussi pourquoi il y a eu un reboot qui s'est fait quelques années, qui s'est fait une dizaine d'années plus tard pour donner une version un petit peu plus fidèle au manga de base. Dernier animé de cette vidéo, et non des moindres, c'est clairement l'un de mes shoujo préférés des années 90. Si tu fais partie de cette génération, tu as sûrement dû en entendre parler. Il s'agit de Sakura la chasseuse de cartes. Alors ça passait pas dans le Club Dorothée, il me semble que ça passait sur M6 de souvenirs. Et je me rappelle que je regardais ça tous les samedis, le matin, et quand j'étais au collège. Donc j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Donc c'est un shoujo qui est sorti à la fin des années 90, si je dis pas de bêtises, il est passé en 97-98 jusqu'au début des années 2000. Et pour te faire un rapide petit topo du synopsis, ça suit l'histoire de Sakura, qui est une jeune fille âgée de 10 ans, qui vit avec son père et son frère. Et un jour, en faisant le ménage dans la bibliothèque de son père, elle tombe sur un livre étrange. Elle l'ouvre et cela provoque l'éveil d'un animal étrange qui s'appelle Kerberos. Kerberos lui annonce alors qu'il est le gardien des cartes magiques de Clos et qu'à cause de Sakura, ces cartes se sont envolées et ont disparu. Il la charge ainsi de retrouver toutes les cartes qui se sont envolées et disparues car elles pourraient commettre de gros dégâts. Alors moi ce que j'ai surtout kiffé dans cet animé, c'est le chara design et l'animation qui était juste sublime pour l'époque. Franchement je pense que c'est l'un des plus beaux animés des années 90. L'animation était très soignée, très jolie pour l'époque. Il y avait vraiment un gap entre tous les mangas que je vous ai cités et celui-ci par exemple. Je trouve vraiment que il y a une finesse et un détail qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui est spécifique au final à tous les mangas Clamp. Et j'ai adoré aussi tous les openings. Ouh, na 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 na. Ouh, na 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 na. Bon, je chante faux, mais c'est le premier opening que je chantais en boucle et que j'écoutais en boucle à l'époque. Autre point positif de ce shoujo, c'est que les personnages sont très bien développés. On a beaucoup de détails sur la psychologie de chacun des protagonistes. Et la romance et les histoires d'amour ne sont pas le centre principal de l'histoire. L'accent est surtout mis sur le mystère qui réside autour des cartes magiques. Toute cette intrigue est très bien développée tout au long de l'animé. De même, chacun des personnages est très bien développé. On a tout leur background et leur psychologie est développée au fur et à mesure de l'intrigue. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel pour un shoujo de l'époque, parce que par rapport à Sailor Moon par exemple, c'est pas le cas, hein. La romance a quand même une part majeure dans l'histoire, alors qu'elle n'est qu'accessoire dans Cardcaptor Sakura.
Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura permis de faire de belles découvertes malgré tout, même si les mangas que je t'ai cités restent des grands classiques. Alors, dans le souci que cette vidéo ne dure pas 3 plombes, je me suis restreinte à ne présenter que 4 mangas, mais en vérité, il y en a plein d'autres. Je pense au Chevalier du Zodiaque, à DBZ, au Chevalier de l'Éternel, enfin bref, à plein d'autres mangas, à Juliette je t'aime, à Jeanne et Serge, voilà, il y en a énormément, et je pourrais faire un round 2, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai sous-estimé le travail que représentaient ces vidéos. Tous mes favoris mangas m'ont pris énormément de temps à faire, que ce soit au niveau du script, du montage et de la miniature. J'ai jamais passé autant de temps sur des miniatures et sur des montages vidéo. Je crois que ça doit se compter en une dizaine d'heures. Pour le montage et pour les vidéos, donc c'est hyper chronophage. Je me plains pas, hein, j'ai adoré, ça a clairement été une série de vidéos sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir à travailler. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir réitérer ça X fois. Parce que voilà, ça reste somme toute des vidéos qui n'ont pas si bien fonctionné que ça sur ma chaîne. Mais voilà, je me suis avant tout fait plaisir, je me suis écoutée et je pense que je vais arrêter là cette série, sauf si voilà, j'en ai la demande dans les commentaires. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et cette série jusqu'au bout, si tu l'as regardée. N'hésite pas à me partager tes favoris mangas des années 90 en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu connaissais ceux que je t'ai présentés dans cette vidéo. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je t'aurai fait voyager et que je t'aurai partagé, que je t'aurai transmis un minimum l'amour inconditionnel que je ressens pour les mangas au travers de cette série. N'hésite pas à t'abonner, très important pour soutenir mon travail, et surtout si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, ça m'aide énormément. N'hésite pas à lâcher un petit like, à activer la petite cloche, tout ça, tu connais la chanson. Merci, je te souhaite une très belle journée, très belle semaine, très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.